Establishment has a lot of, they will stop at nothing to complete their toolkit of control, right? So one of the things that has been missing from the toolkit of total control has been quarantines and curfews. If the ruling class ever saw wide-scale civil unrest, you'd see an Ebola outbreak in America right away. Okay, so this is, what you see is that Ebola is another tool in the toolbox of the ruling class repression, control. Yeah, to keep down absolutely, repression. positively, 100%. This is a tool. The point is to get hundreds of thousands of people infected with it and create the next phase of control. Now, one of the things I'd like to show to back up my my claims here. Here's a document from the Rockefeller Foundation. Zoom in on that, where my finger is. It's called Scenarios for the Future International Development, the Rockefeller Foundation. All right. Okay. Let's take a look at what they're saying here. This is something like a 50, 60-page document. I'd like you to go to page 18, if you can look at this up on the internet, but I'll read it off here. It's called Lockstep. Lockstep. In 2010, they published this, Rockefeller Foundation, and here's what they're saying. They're saying that they call it a scenario. These are scenario narratives, and they speak about it in the past tense. So they put out this scenario, Lockstep. A world of tighter, top-down government control and more authoritarian leadership with limited innovation and growing citizen pushback. In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years, nobody was anticipating a pandemic, finally hit. Unlike 2009's H1N1, this new influenza strain originating from wild geese, they use some scenario, but this is Ebola they're talking about. Ahead. Even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20% of the global population and killing 8 million in just 7 months, the majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France a connu une grande récession. C'était en 2009. Au moment de la crise financière, le PIB avait alors reculé de 2,9%. Cette fois, ce devrait être encore pire, prévient Bruno Le Maire, le ministre des Finances. Un avertissement en ligne avec les calculs de l'INSEE. Selon l'Institut national de statistique et des études économiques, un mois de confinement ferait perdre 3 points de croissance à la France. Si ce confinement devait durer 2 mois, eh bien ce serait 6 points de croissance. Quand on pense par exemple qu'en 2019, la croissance a atteint 1,3%, on s'achemine à grands pas vers une croissance négative. Rien d'étonnant à cela quand on pense par exemple que 5 millions de salariés sont actuellement au chômage partiel et que donc leur salaire est pris en immense partie en charge par le gouvernement. Les finances publiques vont donc passer dans le rouge. D'ailleurs, le budget rectificatif calculé par le gouvernement à la mi-mars l'était sur l'hypothèse d'une récession de 1% seulement. Alors demain, à l'Eurogroupe, les ministres des Finances de la zone euro vont parler ensemble des mesures de solidarité au niveau européen pour financer justement ces plans de soutien à l'économie. On verra donc demain s'il y a des solutions au niveau européen. You can see the agenda, just naked, raw, naked control agenda written down, and it's anybody's guess how this becomes effectuated in real life. So whether this is written specifically as marching orders or whether people take it upon themselves in the intelligence networks to say, okay, well, this has been produced, so this is the plan here. But these narratives have to be written in advance because the intelligence agencies don't know how to do these narratives. They need help. So these think tanks, they come up with these like Rand Corporation, Rockefeller Foundation. These are think tanks of death. They're not the think tanks, they're not there to find great ways to help people. Right? Okay, the pandemic also had a deadly effect on economics. International mobility of both people and goods screeched to a halt.
right? Which is what they want. They want a completely isolated world, right? Debilitating industries like tourism and breaking global supply chains. Well, of course they want tourism stopped because they're not in the tourism business, and they want you at home in your house in front of the TV. Then they got you, because once you watch the TV, they own your soul. As I did my research, I began to understand there's a very small group of people that influence all the companies that we watch. So they used to call them the Big Six. But Disney just bought Fox, and Disney controls Marvel, and Disney owns Lucas Studios. So look at that giant audience right here. Say a small group of people control the narratives and the content that we all see on all the channels. It makes you feel like, oh, I have lots of choices. But you don't. Who's telling them what to put on those channels? Where does that lead? Main basse sur l'information aux éditions Don Quichotte, on peut dire qu'il n'y avait pas de main morte. Vous dites carrément que depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais l'information en France n'a été autant muselée. Oui, parce que vous vous souvenez de la Libération, il y a un programme, celui du Conseil national de la résistance. Son principe, c'est la presse doit être indépendante des puissances financières. Et à l'époque, tous les journaux se construisent sur ce principe. Le Monde, c'est un journal propriété de ses journalistes. Le Parisien, c'est une coopérative ouvrière. Or, progressivement, ce legs d'une presse libre, indépendante, qui est le garant de la démocratie, a été balayé. Donc on l'a vu notamment sous les années Sarkozy, et des proches de l'Élysée ont racheté. Et puis là, on a vécu depuis 2012 la fin du séisme. Ça a été Bolloré, ça a été Patrick Drahi qui a racheté Libération, l'Express et puis BFM et RMC. Voilà, on vit la fin d'un séisme, et donc la presse n'est plus libre, n'est plus indépendante. Non, mais vous dites carrément, c'est 10 milliardaires qui possèdent quasiment toute la presse. Ben oui, vous pouvez faire le compte entre Martin Bouygues, TF1, Bolloré, Canal, Patrick Drahi, les journaux que je viens de citer, Xavier Niel avec ses associés Le Monde et le groupe L'Obs. Continuons, vous connaissez comme moi, il y a un aspect mortifère. Oui, il y a même plus de quoi. En quoi c'est une atteinte à la liberté d'information? Précisément pour cette raison, c'est que la normalisation économique a eu pour effet de conduire à une forme de désinhibition. De la normalisation économique, on est passé à une banalisation ou une normalisation éditoriale. Alors faites le compte des censures ou des autocensures qui sont plus dures à mesurer. Oui, mais par exemple, vous avez cité des exemples où et quelle autocensure, quelle censure vous avez constaté? Les censures, vous en avez été le témoin comme moi il y a un an. Bolloré, quand Vincent Bolloré, patron désinhibé, prend le pouvoir, il devient quasiment le rédacteur en chef de toutes les émissions, il censure. Il censure quoi? Par exemple, une enquête sur l'évasion fiscale et le Crédit Mutuel. Pour quelle raison? C'est que le patron du Crédit Mutuel de l'époque est un ami proche, Michel Lucas. Regardez, sans précédent dans l'histoire du groupe Le Monde, la numéro 2 de l'Obs, qui fait partie du groupe Le Monde L'Obs, Aude Lancelin, est licenciée pour motif politique. Elle reçoit un mail d'un des actionnaires, en l'occurrence Perdriel, allié de Xavier Niel, qui lui dit « Ma chère Aude, tes positions ne sont pas... En clair, il faut le reproche d'être trop proche de Nuit debout. » Dans l'histoire du monde, c'est sans précédent qu'un journaliste... Oui, ça sous-entend que les journalistes obéiraient? Non, parce que dans un univers qui est complexe, il y a des gens qui font leur travail la tête haute. Mais cet univers est un univers mortifère. Pourquoi est-ce que la Libération, tous les journaux se disent qu'il faut être indépendant? Pourquoi un grand intellectuel, grand journaliste comme Camus défend la liberté, l'indépendance de la presse? Pour une raison simple, c'est que il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et pour que les citoyens soient éclairés, il faut des journalistes sans filer à la patte. Je prends un autre exemple. Comment voulez-vous qu'un journal économique de qualité existe dès lors que son actionnaire est le principal PDG français? Vous comprenez mon allusion? C'est Les Échos. Quand Bernard Arnault prend possession des Échos, il y a une révolte déontologique dans une rédaction qui n'est pas frondeuse, Les Échos. Parce qu'ils se disent qu'il y a un conflit d'intérêts majeur qui serait inconcevable ailleurs. Parce que les patrons de presse en France, les actionnaires, ont pour singularité
fierté de ne pas avoir la presse pour métier, à la différence du groupe Bertelsmann en Allemagne ou du groupe Murdoch dans les pays anglo-saxons. Oui. Mais ce sont des financements, Laurent Mauduit, on pourrait vous dire, qui ont permis aussi de sauver cette presse. Non, bien sûr que non, parce que regardez, prenez l'exemple de Patrick Drahi, qui est le produit de cette époque folle, produit de la finance folle. Que fait-il? Vous connaissez son développement, 50 milliards d'euros d'endettement pour une boulimie d'achat qui se terminera mal, le jour où les taux d'intérêt repartiront. Et il se dit dans cette logique-là, 50 milliards d'euros d'endettement, c'est quoi 8 millions d'euros pour s'acheter Libération si ça permet d'être bien avec la puissance publique, si ça permet parce que ça coûte pas cher de s'acheter un journal. Ça coûte rien du tout. On est dans un monde qui s'effondre parce que la vieille presse a fait l'erreur stratégique de considérer que la révolution technologique n'existait pas et s'est très peu développée sur Internet. Et donc du coup, on est dans des logiques de connivence ou d'influence. On n'est pas dans des logiques professionnelles. Et regardez que fait Patrick Drahi quand il prend possession de Libération et l'Express. Il fait comme partout ailleurs, une purge sociale. Et comment voulez-vous travailler, faire un hebdo de qualité à l'Express ou un quotidien de qualité à Libération si vous mettez à la porte un tiers ou la moitié d'une rédaction? Nous faisons des métiers des valeurs ajoutées. La première valeur d'une entreprise de presse, c'est la qualité de ses hommes. Oui, mais donc vous dites, vous sous-entendez, il n'y a plus cette liberté d'informer. Les journalistes dans cette presse-là n'ont plus réellement cette liberté. Je dis qu'il y a des journalistes qui travaillent la tête haute, mais que l'univers est mortifère. Je dis qu'il faut renouer avec ce qu'était l'ambition du Conseil national de la résistance, refonder une presse libre et indépendante. Even locally... Wait a second, we're on television. I mean commercial television, let's say. National. Even locally, normally bustling shops and offices sat empty for months, okay? So the pandemic blanketed the planet, though disproportionate numbers in Africa died. Southeast Asia and Central America, where the virus spread like wildfire. It sounds like the opening monologue of a disaster movie, right? Exactly. Now listen to, here's the good stuff now. But even in developed countries, containment was a challenge. Now here's this one, I love this one. The United States' initial policy of strongly discouraging, in quotation marks, strongly discouraging citizens from flying proved deadly in its leniency. So they should have been tougher, right? Accelerating the spread of the virus, not just within the United States, but across borders. However, a few countries did fare better. China in particular. The Chinese government's quick imposition and enforcement of mandatory quarantine for all citizens, as well as its instant and near hermetic sealing off of all borders, saved millions of lives, stopping the spread of virus far earlier than in other countries. So the message is here is we have to look towards the Chinese, the oppressive totalitarian. Yeah, Chinese regime as an example of what we need to be doing here. And Ce n'est pas de la science-fiction, en Chine c'est une réalité. Dans les lieux publics, tout le monde est scruté. Un visage peut immédiatement être associé à une identité. Les Chinois appellent ce système l'œil céleste. Les agents de la circulation ont le dos tourné, les caméras, elles, dotées du système de reconnaissance faciale, font leur travail. Quand les gens traversent au feu rouge, on le voit tout de suite sur l'écran. Du coup, c'est la honte pour eux. Ils ne peuvent que reconnaître leur tort. Des caméras intelligentes à tous les coins de rue. Et pour ceux qui traversent au feu rouge, l'amende est de 3 €. La Chine ne connaît pas de loi sur la vie privée. Être filmé ne semble déranger personne. Une atteinte à la vie privée ? C'est le prix à payer pour notre sécurité. Ça nous oblige à respecter les règles, c'est plutôt bien. La Chine est surpeuplée. La reconnaissance faciale, ça facilite la gestion de la ville. La police est alertée tout de suite. Dans cette start-up de Pékin, l'une des plus en pointe, 6 ans d'existence et déjà 1000 employés, on développe des logiciels d'identification pour la police, une vingtaine de gouvernements locaux et des entreprises privées. Dans le showroom de la société, les clients se pressent pour voir les démonstrations et les différentes applications. Avec ce logiciel, on peut voir si un visage correspond à celui enregistré dans la base de données des fugitifs. Le logiciel aurait permis 3000 arrestations à ce jour. Le jeune directeur de 33 ans voit l'avenir à travers ses caméras. Statistiquement, ce système peut faire une erreur sur 100 000, alors qu'un être humain fait une erreur pour 1000. L'efficacité est prouvée et aujourd'hui des banques chinoises l'ont adopté. Démonstration aux distributeurs de billets. Ici, plus besoin de carte bleue, un code et un visage suffisent.
Et quand on demande à la banquière si elle ne craint pas les fraudes... Vous savez, on a aussi des caméras de surveillance partout, 24 heures sur 24. La reconnaissance faciale s'est invitée dans le quotidien des Chinois, là où on ne l'attend pas forcément. Dans ces toilettes publiques, par exemple, pour limiter la consommation de papier. Ou dans les supermarchés comme celui-ci à Pékin. Plus de caisses, encore moins de caissières, mais des codes barres et une vision artificielle qui scanne les produits, les visages et débite les comptes en banque en 2 secondes à peine. Une prouesse technologique aux mains du pouvoir. Ce dissident vient d'en faire les frais. Reconnu par l'œil de Pékin dans le métro, il a récemment été arrêté. Peu nombreux sont ceux qui osent élever la voix contre ce que certains appellent le totalitarisme numérique. Rendez-vous avec cet autre dissident. Il est constamment surveillé. Malheureusement, le gouvernement ressemble de plus en plus à Dieu. C'est-à-dire qu'il peut tout savoir. Il est de plus en plus puissant. The ruling class here loves the Chinese regime because they have demonstrated to the ruling class the most efficient form of capitalism, which is authoritarian capitalism. China's government was not the only one that took extreme measures to protect its citizens from risk and exposure. During the pandemic, national leaders around the world flexed their muscles, flexed their authority, and imposed airtight rules and restrictions. From the mandatory wearing of face masks to body temperature checks at the entries to communal spaces like that's what's happening right now. Yeah, there's some good stuff. Listen to this. And even supermarkets, they want body checks at supermarkets, okay? So basically what they're saying is they're building a system where every move you make, you gotta go through them. Even after the pandemic faded, this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stuck and even intensified. In order to protect themselves from the spread of increasingly global problems, from pandemics and national terrorism to environmental crisis and rising poverty, leaders around the world took a firmer grip on power. At first, the notion of a more controlled world gained wide acceptance and approval. I'm sorry, nobody likes this stuff. Citizens willingly gave up some of their sovereignty and their privacy to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability. I mean, that's just a complete naked contradiction to the famous saying that if you think you're going to give up a little bit of security, I mean, if you're going to give up your freedom for security, you're going to get neither. They want to get more control, more and it's going to be curfews and quarantines. Unless we can break through the apathy, because that's what we have here, then it's going to be a slave state here. The ruling class doesn't seem to have too much resistance. They're getting everything on their Christmas shopping list. And they've been wanting quarantines and curfews for a long time. Now they got it. And if you want to live in a world where you're tricked into all this stuff because it's for your safety, right? And if you want to have a probe and make sure you got to check your pockets, make sure you don't
don't have anything incriminating on you before you go out, and when you step out of your house, you want some police there to monitor and see what you're doing. If that's the world you want to live in, be apathetic, don't do anything. You're going to get that world very soon. It's coming your way, definitely. Eh, je suis en bas de chez moi, je suis en bas de chez moi, je suis en bas de chez moi, je t'emmerde. Je suis en bas de chez moi. Eh, la tête de ma mère, je suis en bas de chez moi, moi je te le dis, moi. Ouais, tu vas voir, restez là-bas, espèce de gay, va. Eh, c'est ma mère, hein. Tu parles pas à ma mère comme ça, toi. Pose-toi ma frère, je te défonce, moi. Parle pas à ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère. Je parle pas à toi. Je parle à lui. C'est ma mère. C'est ma mère. Tu parles pas à ma mère. Tu parles pas à ma mère et je filme. Je filme. Je filme. Je filme. Tu parles pas à ma mère comme ça. Eh, puis jamais, hein. Moi, alors, y a pas de souci, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je te filme, moi. T'inquiète pas. Wallah, redis un truc à ma mère, tu vas voir ce que je vais te faire, moi, ce soir, moi. Je suis pas con, moi, t'inquiète pas, c'est pas là que je vous fais des trucs, moi. Vous inquiétez pas. Saoud, tu m'appelles Saoud Hicham, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui filme. Ah, mais يهدرش معاك هكذا ما ودخلي دخلي روحي دخلي ايه طيح ما mère wesh دخلي والله دخلي ah wallah moi ma mère sur le Coran je tue pour ma mère wallah je tue wallah t'inquiète pas la vie de ma mère je prends 20 ans pour toi tu parles à ma mère t'inquiète pas hein. Ah wallah je prends 20 ans pour ma mère grand wallah je prends 20 ans il croit que j'ai peur ou quoi bah دخلي ah دخلي. Moi c'est pas mon pote là, il parle à ma mère, la tête de ma mère. Moi je prends 20 ans pour ma mère moi. C'est pas mon pote là, je défends pas mon pote. Eh chef, tu me connais très bien. Tu me connais chef, tu me connais. Arrête ton cinéma, j'ai rien dit. Chef, tu me connais. Madame, arrêtez de... Tu me connais. Tu sais qui je suis, Saoud Hicham. T'inquiète pas. Moi tu sais qui je suis aussi. Bah voilà, moi aussi tu me connais. Il a mal parlé à ma mère, il a mal parlé à ma mère. C'est faux. Wallah il a mal parlé à ma mère. Elle a le droit de filmer. Je lui dis madame ne filme pas. Est-ce que c'est interdit? Il y a un article qui est interdit. Montrez-moi l'article. Montrez-moi l'article. Là on a 2 avocats, on a tout ce qu'il faut. Il y a des avocats, il y a tout. Wallah il y a des avocats, il y a tout. Moi je vous le dis moi. Wallah. Non, moi il parle à ma mère, je le rafale. Je prends 20 ans, wallah mais moi 20 ans. La tête de ma mère, je t'enlève la vie, tu parles mal à ma mère. Wallah j'enlève la vie. Bah tu filmes, t'as envie de filmer, tu filmes. Parle pas avec toi, il n'y a aucun article qui est interdit. Parle mal à ma mère, tu vas voir ce que je te fais moi. Je suis intelligent, t'inquiète pas, je suis pas con. Voilà, moi je vous le dis moi. Ils ont pas le droit, wallah, ils ont pas le droit les gars, ça va pas se passer comme ça. Eh, tous les jours vous allez faire ça, tous les jours. Est-ce que tous les jours vous allez faire ça? Ça va être comme ça tous les jours. On va se révolter les gars, hein. Croyez pas que ça va se passer comme ça tous les jours, hein. Là, la tête de ma mère, ça va pas se passer comme ça. On n'est pas des tchous de 15 ans, nous, hein. On n'a pas 15 ans, hein. J'ai 30 ans, cousin. Wallah, l'adib, t'inquiète pas. Vous allez pas venir vers de l'heure d'ici. Arrêtez de faire les cobayes, hein. À partir de maintenant, tout est filmé, la tête de ma mère. Les baqueux, tout ce que vous voulez. Wallah, ça joue les hommes avec des armes. Tu les croises à Auchan, ils baissent les yeux quand ils sont avec leurs femmes. Tu les croises à Auchan, il faut les peureux. Wallah. Mais t'inquiète pas, on retient toutes les têtes. Wallah, je retiens toutes les têtes. Je m'appelle Saoud Hicham, hein. Wallah, au cas où. Tu ne parles pas à ma mère, moi. Wallah, il parle pas à ma mère. C'est pas un pote, là. Wallah, il a parlé à ma mère, moi, je le défonce. Il est pas content, on va où il veut, sur un ring, sur ce qu'il veut. Je suis en bas de chez moi. Et sur la tête de ma mère, maintenant, ça va partir en couille tous les jours. Wallah. On était là à la base, on calmait les petits pour pas qu'ils vous cassent les couilles. Maintenant, vous voulez faire les cow-boys, parce que nous, on va vous casser les couilles.
Ah non, calme les tchons, hein. Et vous les excitez tous les jours, hein. Vous êtes tous les jours en train d'exciter les petits. Tous les matins, ils sont là en train d'exciter les petits. C'est un jeu. Nous, on est là, on les voit tous les jours, ils courent après les mineurs. Ils ont rien à faire de leur journée. Ils ont rien à faire de leur journée. Ils ont rien à faire de leur journée. Ils viennent exciter les petits. Ils jouent à cache-cache avec des mineurs. Ils ont rien à faire. Tellement qu'ils n'arrivent pas à attraper, faire leur travail, ils interpellent des mineurs. Ça joue à cache-cache avec des mineurs. Les cow-boys. Ouais, laisse-les. Quand ils sont à 3, ils font pas les cow-boys, il faut les cow-boys à 50. Maintenant, vous allez voir comment ça va se passer. Tête de ma mère. Voilà, les gars, ça va pas se passer comme ça. Toute la cité va se révolter. Voilà, allez, partez. Voilà, retirez les armes et venez si vous êtes des hommes. Hier, ils étaient à 3 sur un tchou de 20 ans, 6 bras, ils n'arrivaient pas à l'interpeller. La honte. Ça joue les cow-boys à 10. Bande de merde. Bande de faibles. Les forces de merde, pas les forces de l'ordre. C'est pas ça les forces de l'ordre. Voilà, vous croyez chez vous ou quoi? Wallah, ils vont pas faire les cow-boys ici, moi je te le dis, moi. Wallah, reparle comme ça à ma mère, je t'enlève la vie. Wallah, je t'enlève la vie, moi. Sur le... Non, moi, il parle pas à ma mère comme ça. Wallah, je t'enlève la vie, moi. Pourquoi nous faire peur ou quoi sur le Coran, bande de merde, va. عندك طارق عندك. Allez, cassez-vous! venir les prêtres, les sorciers et les mystiques de tout l'Empire. Ils enveloppèrent le jeune roi dans de la gaze cimmérienne trempée dans des potions anciennes et l'envoyèrent errer dans le désert, jusqu'à ce que, délirant de chaleur et de soif, il tombe par hasard sur une grotte d'ermites. Xerxès avança sous les regards absents et les âmes vides des créatures de l'ombre qui habitent les coins les plus sombres du cœur de tous les hommes. Et dans ces ténèbres, il s'abandonna complètement à un pouvoir si malveillant et pervers que lorsqu'il émergea, aucune parcelle de l'être humain qu'il avait été ne subsistait plus. Ses yeux rougeoyaient comme des charbons ardents. Il était dénudé, purifié, glabre et calme. Xerxès s'était réincarné en Dieu. Tous ceux dont il avait autrefois recherché les conseils firent face à sa rage meurtrière. Se présentait devant son peuple, Artémise regardait l'aboutissement de sa parfaite machination. Pour l'amour de la gloire, pour l'amour de la vengeance,
¡Qué bueno!